Mesdames, Messieurs, chers collègues, d'abord je suis extrêmement heureux de vous accueillir dans mon académie d'origine, puisque je suis toulousain, et je suis d'autant plus heureux de vous accueillir que le groupe qui est là, c'est le groupe intermédiaire entre ceux qui organisent l'enseignement d'éducation physique au sein de notre République, c'est-à-dire l'éducation nationale et les inspections générales, et puis les enseignants qui sont en bout de ligne. Et donc c'est ce groupe-là qui est un groupe de formateurs, et c'est vous qui allez être les vrais passeurs entre ce que l'on croit savoir et ce que l'on peut offrir comme connaissance pour faire évoluer les pratiques. Donc je vais aller très vite parce que nous avons quand même du pain sur la planche pour aujourd'hui, et j'ai ciblé par rapport au texte des points qui sont utiles sur le retour en établissement, le retour en académie, et c'est sur ce sur quoi je vais porter mon attention. Donc la question c'est le sur quoi, pourquoi et comment fonder une formation à la création artistique comme impulsion professionnelle. Ce qui est vrai, c'est cette fois-ci comment assurer derrière la première partie de l'impulsion, puisque vous êtes là, on est dans la phase 2 de l'impulsion, mais la phase 3 c'est la phase essentielle. Donc quelles sont les nidations? Les conditions de nidation, c'est bien ce que nous avons à faire maintenant. Alors, voilà, ça devrait marcher. Voilà, ce sont ces éléments, ces mécanismes d'une diffusion efficiente que l'on va essayer, c'est bon, que l'on va essayer de mettre à jour. Le premier élément, c'est que quand on crée une impulsion dans un système, il faut avoir une connaissance du contexte du système. C'est-à-dire, la première des choses, on est déjà en train de regarder ce qui, dans le présent, est en capacité de fournir une nidation ou au contraire de s'opposer à une nidation. Et ça, c'est un travail d'élucidation que nous allons en faire. Le deuxième point, c'est que, au-delà de la question de la création artistique, de la danse, des arts du cirque ou de tel ou tel absat, il ne faut pas oublier que dans le cadre de l'éducation physique, le cœur de l'éducation physique, c'est l'élève qui apprend. Et donc, tous les processus qui sont déclenchés doivent avoir une conscience du site dans lequel du moins, va avoir lieu la nidation. Donc, c'est bien l'élève qui apprend, qui est au cœur des conditions de la nidation. Donc, si on regarde très rapidement dans les conditions de la nidation d'un changement, on va essayer de cibler quelques éléments en quelques phrases. Donc, j'ai essayé de brosser là-dedans quelque chose qui, grosso modo, est sans intérêt, sauf que vous l'aurez en background. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que depuis l'histoire de notre discipline, grosso modo depuis les années 60, en fait, on est passé d'un niveau de contrôle national à un niveau d'un contrôle qui est d'abord national. Puis on voit que sur la deuxième période, on est avec un niveau national qui pilote, mais surtout on accède à un niveau qui est le niveau local. Et ça, c'est une originalité. Et vous voyez que le passage dans nos instructions officielles, puis les programmes d'éducation physique, on a des articulations qui se font successivement en « je contrôle », puis je laisse venir, et les organisations des baccalauréats, qui est l'exemple que j'ai retenu, montrent bien qu'il y a toujours une sinusoïde qui est en train de se construire. Et là, nous sommes dans cette cible. Et vous avez vu que dans le programme du lycée, on a une dévolution au niveau local, et c'est dans cette condition d'un niveau local que s'insère la question de la nidation. La difficulté, c'est que le niveau local, ce n'est pas votre niveau, c'est le niveau qui est le niveau encore au-dessous du niveau académique. Donc les conditions de la nidation sont des conditions qui ne sont pas maîtrisées uniquement par les formateurs de formateurs, ni par les formateurs des enseignants, mais par les équipes elles-mêmes d'enseignants. Donc on voit bien que d'évoluer à un niveau local une responsabilité sur ce qui doit s'enseigner parce qu'on a identifié ce qui doit s'apprendre, ça suppose d'identifier ce passage d'un niveau national à un niveau local. Deuxièmement, donc j'en conclus de cette première phase qu'on a une dévolution de responsabilité au niveau local. C'est notre situation maintenant avec les programmes de lycée. Les programmes de collège ont déjà avancé sur ce point, mais à mon avis, ils vont être matinés progressivement d'une évolution encore accrue.
Deuxième remarque, la création artistique au sein du champ d'apprentissage numéro 3, c'est une question qui va être une question en débat. Sous quelles conditions y a-t-il une extension ou pas? C'est à vous de nous dire. Nous, on a pris des positions là-dessus, puisque dans les programmes du lycée, on a bien sectorisé ce champ-là. Troisième point, c'est que c'est une question qu'on pose. Est-ce que le processus de création artistique est uniquement lié à l'artistique ou est-ce que ça devient un modèle d'apprentissage qui est généralisable? C'est-à-dire, est-ce que la question du sujet qui apprend ne passe pas nécessairement, pas forcément aujourd'hui, mais demain, par des étapes que vous avez identifiées au sein du collectif de préparation? C'est une question que je laisse en débat pour l'instant, mais ce sera un des enjeux, à mon avis, de notre deux jours. Et enfin, vous voyez que ces étapes-là qui apparaissent, ça veut dire que l'activité de l'élève, c'est une activité téléonomique. Elle est avec un but. Ce n'est pas une activité qui se fait au hasard. La question de la phase d'exploration, on n'explore pas pour explorer. On explore dans et on explore vers. Et la question du but, c'est une question qui s'affine progressivement. Et on voit bien que la dimension téléonomique de l'activité de l'élève, ça suppose quand même d'avoir cette conscience-là. Deuxième contexte, après le contexte historique, on est dans un contexte scientifique. Aujourd'hui, on a, à mon avis, 4 leviers pour éclairer cela. Pourquoi? Parce que derrière le processus artistique, il y a la question de celui qui apprend, je vous l'ai dit, et pour analyser les conditions d'accès à des apprentissages, eh bien peut-être qu'il faut qu'on regarde d'un petit peu plus près ces éléments. Le premier élément, et vous entendrez tout à l'heure les éléments de présentation de Carole Sève, qui au sein de notre groupe gère la dimension artistique, et vous allez voir que la notion d'activité du sujet, la notion d'activité de l'élève est une notion centrale. Si on n'a pas en tête cela, on ne peut pas entrer dans un processus de création artistique, ce n'est pas possible, parce que la dimension de l'activité du sujet dans un milieu qu'on lui fournit, qu'il soit humain ou contextuel et matériel, c'est une condition de mise en activité ou au contraire d'inhibition de l'activité. Deuxièmement, c'est la base de sécurité et d'exploration. S'il y a une phase exploratoire, il faut avoir quand même quelques connaissances sur les conditions et des processus qui sont engagés dans les phases d'exploration. Troisième élément, c'est la notion de déjà-là. La notion de déjà-là était connue en sciences humaines, mais elle est utilisée aujourd'hui en neurosciences. Donc on va voir sous quelles conditions cette notion est éclairante pour mettre en place un processus de création artistique. Et le quatrième élément, c'est qu'on a une harmonie de tous ces champs scientifiques autour des processus et des mécanismes d'apprentissage. Contexte scientifique, la notion d'activité du sujet, je vais aller très vite. Si on regarde des éléments de définition, vous les aurez, ce n'est pas la peine de détailler là-dessus. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est peut-être l'élément qui est ici, c'est que toute action observable, analyse du travail de l'élève, mais analyse du travail en usine ou dans un bureau, c'est toujours pareil. L'action, elle ne peut être définie ni expliquée sans référence à des phénomènes cognitifs. Donc on est obligé d'aller chercher dans le pourquoi il fait, pourquoi il ne fait pas, les éléments d'explication sur ce que l'on observe. Ça, c'est le premier élément. La définition d'Amalberti et de Thoreau explique d'une autre manière les éléments que je viens de présenter. Si on avance, parce qu'il va falloir avancer, ce qui est intéressant pour vous, c'est de comprendre un petit peu cette fois-ci comment on analyse l'activité de l'élève. Et dans l'activité de l'élève, ce n'est pas le regard habituel. Or, si on veut conduire un processus artistique, on est obligé de regarder ce qu'il fait, pourquoi il le fait, sous quelles conditions il le fait et quels sont les mécanismes qui viennent soit accentuer, soit inhiber. Et on va voir que ce regard que l'on va porter va prendre des éléments. Donc ce qui est donné à voir, c'est la façon d'agir de l'élève quand on regarde sur une activité quelle qu'elle soit, mais en particulier lorsqu'on est en création artistique. Le deuxième élément, c'est que pour comprendre la façon d'agir, c'est déjà savoir si le mobile d'agir, donc ou le motif d'agir,
est bien compris par l'élève, est bien compris au sens de la commande par l'enseignant, et aussi par le fait même que la commande est en capacité à provoquer ce que l'on veut provoquer, et pas au contraire inhiber ce que l'on veut mettre en évidence. C'est-à-dire le pouvoir d'agir, et on y reviendra, le pouvoir d'agir même avec des formes qui sont des formes faibles, des formes peu sophistiquées chez l'élève, c'est toujours un point de départ qui permet de construire. Et ça, il faut aller le chercher dans les mobiles d'agir. Le troisième élément, c'est que derrière les mobiles d'agir et les façons d'agir, il y a des processus explicatifs. Et les processus explicatifs sont à la fois d'ordre psychosociaux, personnels et en relation avec les autres, mais sont aussi sur le plan des neurosciences, neurophysiologie en particulier. Donc, l'activité et les neurosciences, on sait d'abord que s'il y a activité, il y a dépenses énergétiques. Et là, on sait que cette consommation de glucose, il y a une activité, et si on fait réfléchir des élèves, si on est dans les phases de planification, si on est dans les phases d'observation, si on est dans les phases d'analyse, ce sont des phases qui ont un coût énergétique, et il n'y a pas que quand l'élève est en action qu'il a une dépense énergétique. Donc la notion d'activité, ce n'est pas uniquement une activité motrice, c'est l'ensemble des éléments qui contribuent à la réalisation de ce que fait un élève, c'est-à-dire l'action, mais aussi la réflexion. Ce qui est intéressant dans cette diapositive, c'est peut-être là. C'est-à-dire que dans activité volontaire et activité autonome, c'est ce qui va nous amener à petit aller sur les substrats, en tous les cas les processus qui sont sous-jacents. Et dans ce que dit Dehaene ici, notre cerveau comprend également plusieurs modèles de notre corps. Il s'en sert pour coder où se trouvent nos membres, comment les diriger, à quelle vitesse ils se meuvent, comment garder l'équilibre. On voit bien que l'ensemble de ces informations doit arriver à un endroit où il y a une organisation qui est préférentielle. Cette organisation n'est pas délibérée, parce qu'elle est parfois volontaire, et on va voir dans les diapositives suivantes que parfois elle n'est pas du tout volontaire. C'est un traitement des informations par le cerveau en voie directe, sans qu'il y ait une commande par celui qui est l'agissant. Donc on pense là-dessus. Deuxième point, il y a une harmonie, toute champs scientifiques confondus, sur la question du travail et de l'activité de l'élève. L'apprentissage, dans les neurosciences, l'apprentissage là-dessus, c'est une capacité à réaliser une tâche sous l'effet d'une interaction à l'environnement. On a une définition classique et large. Si on regarde en psychologie, détermine l'apprentissage par les effets durables d'une expérience antérieure, qu'une expérience antérieure exerce sur la performance. Donc on entre là dans deux éléments, la notion d'expérience et sur la performance. C'est-à-dire que l'expérience est une chose, on s'appuie sur, et il faut que derrière cette expérience, on ait un effet durable qui puisse être perceptible sur la performance. C'est-à-dire que si l'élève qui apprend ne sait pas qu'il a acquis un nouveau pouvoir d'agir, un nouveau pouvoir de comprendre, on s'aperçoit que le processus lui-même devient totalement inhibé. On ne peut avancer que parce qu'on a une conscience de ce que l'on fait par rapport à ce que l'on pourrait faire. Et donc tout décalage entre ce que l'on fait qui pourrait être réalisé mais sans conscience de le faire, ça ne permet pas à l'élève d'entrer réellement dans ce processus puisqu'il ne sait pas qu'il est en train de faire. J'ai pris l'analogie tout à l'heure avec une d'entre vous. On ne peut pas simultanément être à la fois celui qui pédale sur le vélo et celui qui regarde passer le coureur ou le cycliste depuis la fenêtre. Donc il faut bien qu'on fasse cet aller-retour entre celui qui pédale et celui qui observe pour lui dire ce qu'il fait, c'est-à-dire confronter une image extérieure de ce qui est fait à l'image perçue de ce que l'on croit faire. Analyse du travail, on a cette fois-ci une définition de l'apprentissage, c'est un processus systématiquement orienté vers l'acquisition de certains savoirs. Donc on voit bien que le processus de création, c'est quelque chose qui est, en tout cas c'est une intention de faire avancer l'élève à partir de ce qu'il est, de ce qu'il fait, et donc de ce qu'il sait sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il sait, on voit bien, mais que
au terme, on doit être orienté sur une acquisition. Et qu'au terme, il doit avoir accru un pouvoir d'agir sur lui, sur les autres, sur l'environnement. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait cette transformation pour qu'il détienne une richesse dont il n'était pas propriétaire et que maintenant, cette richesse devient un outil disponible pour le reste de sa vie. Enfin, en tous les cas, une partie de sa vie. Un processus orienté vers une acquisition, une capacité à réaliser une tâche en interaction et des effets durables. Voici les trois résumés clés. Deuxième élément, et là on entre dans quelque chose qui est généralement pas perçu, qui est plus subi que contrôlé. La notion de base de sécurité et d'exploration, c'est un des fondements de la création artistique. Il faut bien qu'il y ait cette phase d'exploration pour qu'on puisse aller non pas dans de la reproduction, mais dans une production personnelle à des fins d'imprimer autant que possible chez les autres, d'exprimer dans un premier temps, mais d'imprimer chez les autres. Or, cette condition d'exploration pour aller vers de l'impression chez autrui, ça suppose d'abord une conscience de soi et une capacité à être sûr de soi. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Il y a une théorie qui est une théorie de l'attachement qui a été développée par Bowlby. Et Bowlby, avec Mary Ainsworth, ont développé dès le milieu des années 70 cette théorie de l'attachement qui a été développée au départ pour la petite enfance. Mais tous les laboratoires qui ont travaillé avec Bowlby et Ainsworth ont trouvé les corrélations entre les modèles qu'utilisaient dans les études longitudinales. C'est-à-dire que les modèles disponibles chez les enfants sont des modèles qui sont présents chez l'adulte. C'est comme si cet attachement à une base, à la capacité à s'éloigner d'une base que l'on connaît, c'est-à-dire ce que l'on est, ce que l'on sait faire, les appuis qu'on peut avoir d'abord par la mère, puis par les substituts tout autour de soi, cette fois-ci, cette base reste identique. C'est-à-dire qu'on a des conduites qui sont dépendantes de ce que l'on est au départ. Et donc ça suppose bien qu'on aille voir chez les élèves ceux qui sont dans une base de proximité et ceux qui sont en capacité de quitter la base pour aller le plus loin possible, c'est-à-dire d'avoir une phase d'exploration qui est de plus en plus éloignée de ce qui est la base de proximité. Donc je ne vais pas faire de commentaires plus longs, vous l'aurez sur ce point-là. Mais sachez que identifier, enfin du moins s'engager dans un processus de création artistique sans avoir en tête la question de cette base de sécurité, cette fois-ci, c'est à peu près comme amener un élève à la piscine sans savoir si c'est nager ou pas. C'est un fondement. Regarder, être capable de percevoir s'il est en capacité de sortir de sa base de confort, de sécurité, pour aller au-delà, c'est grosso modo, c'est le point de départ de la construction d'un regard sur le processus de création artistique chez l'élève. Donc je ne vais pas détailler là-dessus, c'est pas... On prend peut-être le dernier point ici, là, ici. Le modèle intériorisé, durant l'enfance, va structurer l'univers relationnel, ce que je vous ai dit, puisque les corrélations entre les modèles qui sont vus de la petite enfance et sur la situation adolescente et adulte sont stables. On sait que la façon de lire les mouvements de rapprochement ou de distance des autres, c'est déjà un analyseur qui est extrêmement intéressant aussi et utile aux enseignants. Et le troisième, c'est la façon de réorganiser le passé et structurer la mémoire. C'est-à-dire comment on peut s'appuyer sur ce que l'on sait de ce que l'on peut faire pour aller de l'avant. Et donc dans ce processus, on voit bien que dans la théorie de l'attachement qui a été développée par Mary Ainsworth, eh bien, il y a un des fondements. Enfin, il y a un second fondement de l'activité de l'élève, cette fois-ci, qui s'engage dans un processus de création artistique, c'est-à-dire la façon de lire les mouvements par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à un environnement, mais aussi la façon de réorganiser son passé en disant « je peux m'émanciper de ceci, je peux m'émanciper de cela ». Donc ce sont les conditions d'engagement. Si on regarde ça, je vais pas...
sur les figures de l'attachement, c'est pour faire disparaître le fait que les premiers travaux de Mary Ainsworth et de Bowlby étaient sur la petite enfance et qu'on pourrait dire que ce n'est pas vrai pour l'adulte. Ce n'est pas vrai. Tous les travaux montrent que les corrélations, et donc c'est un déplacement, cette fois-ci simplement des figures d'attachement. La figure d'attachement qui est la mère au départ, elle se décale et vient petit à petit sur des périmètres qui vont changer, et vous allez voir, d'abord on a les amis, puis après on a l'aura des personnes qui ne sont pas les amis, mais qui deviennent des formateurs, des enseignants, qui sont des enseignants dans lesquels on entre en confiance, sur lesquels on s'appuie, et c'est bien sans cette entrée dans la mise en confiance pour un engagement que l'on peut trouver la suite de ces conditions de s'appuyer sur des bases de sécurité pour aller au-delà de ces bases, et cette fois-ci permettre d'accéder. Donc, comment s'appuyer sur une base de sécurité pour provoquer un processus d'investigation en s'éloignant de la base? C'est bien un processus individualisé parce que vous avez plusieurs types d'élèves à l'intérieur d'une classe, et c'est pour cela que ça devient plus complexe dans la gestion qu'on peut le penser dans une étude individuelle. Sur la notion de déjà là ou de conception fonctionnelle disponible. La première des choses, vous le savez, c'est que le déjà là, c'était né au départ de la psychanalyse, ça a été repris par les champs de la psychologie cognitive, la psychologie expérimentale et la psychologie sociale, mais dans le processus du déjà là, c'est-à-dire de quoi on dispose pour avancer, on s'aperçoit qu'on a l'analyse du travail qui a montré qu'elle s'attachait au déjà là, et en utilisant des terminologies qui sont les conceptions fonctionnelles chez Leplat, mais d'autres chercheurs ont utilisé cette même classification, c'est-à-dire que celui qui apprend n'apprend pas par hasard, mais il a une vision, une compréhension du monde et des consignes donc dans ce monde-là qui provoque l'organisation d'une conception de ce qu'il a à faire, de ce qu'il a à voir, de ce qu'il a à comprendre. Donc ces conceptions fonctionnelles, ça s'applique chez le menuisier qui apprend, chez l'ingénieur qui est en train de finir ses CTP, chez un élève en éducation physique ou chez l'enseignant qui ne sait pas proposer un processus de création artistique et qui pourtant va être sollicité par vous, formateurs, pour être capable cette fois-ci de prolonger ce processus artistique. C'est-à-dire qu'il ne part pas de rien et il a déjà une conception qui est parfois erronée, parfois extrêmement pertinente et efficiente, mais il dispose de quelque chose. Et l'idée, c'est de se pencher sur le processus de formation à la création artistique. Et quand vous êtes avec des formateurs potentiels d'élèves, donc les enseignants que vous aurez dans la phase suivante, eh bien, cette question devient fondamentale. C'est-à-dire, quelle est la conception qui est derrière de l'activité, du rapport entre l'élève et l'activité, des processus et donc du processus artistique qui va conduire l'élève à aller au-delà de ce qu'il sait faire. On voit bien que on ne va pas détailler la notion de script, de schéma cognitif ou de plan, mais sur la question du plan, je prendrai un tout petit temps de commentaire. La question du plan, c'est la question de la planification. Or, dans le temps et les étapes du processus de création artistique, il y a le temps de l'exploration, mais il y a, après le temps de l'exploration, il y a le repérage d'éléments qui sont invariants et qu'il va falloir petit à petit mettre en coordination, et c'est bien la phase de planification. Donc les travaux de Jean-Michel Hoc sur la planification deviennent des travaux extrêmement sérieux pour aider. Mais ce n'est pas un bloc, c'est-à-dire que derrière les étapes que vous allez avoir dans les présentations qui vont venir, vous allez trouver des processus qui ne vont pas de soi. Et passer d'une phase d'exploration qui est cette fois-ci dépendante des processus personnels, on a vu cette base, dans un premier temps, la base de sécurité, le deuxième temps, les conceptions de l'élève par rapport à l'activité, et le troisième temps, on voit bien que là, on est obligé d'entrer dans une phase qui est une autre phase, c'est-à-dire comment on va accéder à la planification. Or, le processus de planification, c'est-à-dire d'agencement d'éléments qui ont été mis en œuvre corporellement, ça suppose un effet en miroir, c'est-à-dire savoir ce que l'on a fait
à quel moment, dans quel ordre on va les recomposer, pour quelles conditions on va les recomposer et pour produire quoi. C'est la dimension téléonomique, je réalise pour. Donc je détaillerai sur des questions, mais on garde en tête là-dessus, on ne part donc jamais de rien, mais de ce qui est disponible. C'est vrai chez l'élève qui est proposé, à qui on en propose d'entrer dans un processus de création artistique, mais c'est vrai aussi chez l'enseignant que vous allez former. C'est-à-dire il va partir de là, de ce qu'il sait. Et c'est à partir de ce qu'il sait qu'il va falloir peut-être à un moment donné déconstruire pour pouvoir construire. Et ce processus-là, c'est un processus qui est commun à toute forme d'apprentissage, chaque fois qu'on place un individu face à une situation qu'il ne connaît pas pour s'approprier des savoirs qui ne sont pas immédiatement disponibles. Donc l'enjeu qui est à la fois enjeu et dilemme, c'est donc engager un processus individuel de création dans un espace de production collectif. Et on voit bien que l'enjeu dans le monde artistique, c'est un enjeu qui intègre la question des bases de sécurité, la question des conceptions, la question de la connaissance de ce que l'on peut faire, la planification de ce que l'on peut faire, et ensuite les questions de réalisation. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas ne pas avoir en tête ces étapes qui ne sont pas des étapes du processus de création artistique, mais qui sont les étapes de mise en jeu des processus individuels pour aller vers de la création artistique. La notion de la neuroscience est intéressante parce qu'elle ouvre un monde que l'on ne connaît pas. En tous les cas, moi, je ne le connaissais pas et je suis à peu près persuadé que la très grande majorité de nos enseignants d'éducation physique ne connaît pas cette notion déjà là en neurosciences. Alors, on va laisser tomber le terme officiel de traitement probabiliste bayésien des informations, mais je vais vous en donner un résumé. Ce qui nous intéresse, c'est que lorsqu'on utilise une voie de prise d'information, par exemple ici une voie visuelle et je prends des informations sur l'auditoire qui est extrêmement attentif. Je prends ces informations, mais en même temps que je prends ces informations, donc c'est une sollicitation d'une voie visuelle qui va vers les aires visuelles, mais simultanément, en même temps que cette voie visuelle est activée, il y a une voie qui est directe, qui va retrouver des informations déjà disponibles, non pas dans l'aire visuelle, mais dans les aires qui sont toutes les aires associatives, c'est-à-dire mises en réseau sur ce que l'on sait et ce qui est déjà disponible dans le cerveau. Et cette deuxième voie, on ne la connaissait pas. Et là, la notion de déjà là est intéressante parce que non seulement notre cerveau perçoit beaucoup plus que ce que l'on voit nous, parce qu'on a une conscience de voir, mais il en voit beaucoup plus que nous. Et simultanément, il faut savoir qu'au moment où il voit, il active aussi des probabilités d'aller vers cette solution ou cette solution, sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Et ça, c'est l'originalité des neurosciences, c'est qu'on montre que l'individu a une capacité à percevoir, sans qu'il se soit volontaire, des éléments qui sont des hypothèses d'action. Ça, c'est extrêmement original. Et la notion de déjà là en neurosciences est fondée sur cette double perception, une perception qui est sur la voie de prise d'information et une perception qui n'a rien à voir avec la prise d'information, mais le fait qu'à cette information, immédiatement, le cerveau associe autre chose, dont des conséquences sur ce qui est vu. Donc, je laisse la dernière partie parce qu'il va falloir gagner du temps par rapport à l'ensemble des éléments. Donc, je viens de vous le dire ici, nous avons une double perception et de traitement de l'information, donc ce que je viens de vous expliquer, et deuxièmement, le traitement probabiliste des perceptions et des hypothèses d'action. Voilà, l'activité spontanée d'ensemble spécialisé de neurones pousse l'organisme à continuer à explorer et teste l'environnement et à se saisir des réponses, à les confronter à ce qu'il possède en mémoire. Et ça, ce n'est pas sans intérêt par rapport au processus de création. Parce que quand on sait qu'on va utiliser un espace qui n'est pas un espace univoque pour provoquer une réponse attendue, mais des réponses potentielles dans le processus de création, on voit bien qu'on ne va pas solliciter une vision délibérée chez l'élève, ça on peut le faire,
mais que l'élève, là-dedans, si on lui donne la possibilité d'aller au-delà d'une consigne qui est extrêmement stricte, il va avoir une capacité d'aller investiguer autre chose que ce à quoi on avait pensé. Et donc, c'est un travail naturel de notre cerveau, et cette dimension, il fallait, à mon avis, en avoir une conscience. Les enseignants ne le savent pas, peut-être ne le saviez-vous pas, mais cette question est une question extrêmement intéressante pour offrir dans les phases d'exploration, des phases d'exploration qui ne sont pas univoques, et au contraire, qui permettent d'avoir une diversité d'investigations pour aller vers des hypothèses d'action. Parce que les hypothèses d'action, elles appartiennent au sujet qui agit et pas au sujet qui provoque l'action. D'accord ? C'est une deuxième entrée par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure. Alors, le contexte scientifique, c'est les processus d'apprentissage. Je l'avais présenté ici dans une conférence. Il y a des éléments qui sont plus intéressants que d'autres. Si on sait que les 4 piliers de l'apprentissage, c'est un produit de Stanislas Dehaene et de son laboratoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une sélection, non pas par lui, mais par Posner, de 3 étapes de l'alerte, de l'orientation et du contrôle exécutif du plan d'action. Et on voit bien que ces 3 niveaux, au niveau de l'attention, ça peut constituer des objets même pour aller investiguer la création artistique. C'est-à-dire, est-ce que l'introduction d'un inducteur provoque quelque chose ou ne provoque pas? Quelle est la nature de l'inducteur qui va provoquer quelque chose? Est-ce que cette orientation, c'est-à-dire la capacité à aller utiliser cet inducteur pour aller vers des mondes qui peuvent être différents, c'est quelque chose qui est perçu, qui n'est pas perçu? Et troisièmement, le contrôle exécutif, c'est est-ce que ce qui est fait est en rapport avec ce qu'il pensait avoir fait ou vouloir faire? Deuxième point, c'est la question de l'engagement actif. Alors l'engagement actif, c'est traité à 2 niveaux. La pensée commune, l'engagement, c'est la capacité à agir d'une manière provoquée dans une situation qui est contrôlée. On fait, on a demandé et on fait. Et on voit bien qu'il est engagé ou il reste assis. Là, pour le moment, vous êtes engagé du point de vue de l'écoute et de la compréhension, mais vous n'êtes pas corporellement engagé par rapport à une pratique de l'activité artistique. Donc la nature même de l'engagement, c'est légèrement autrement défini lorsqu'on se décale d'une pensée commune à une pensée beaucoup plus scientifique et en particulier en neurosciences. En réalité, il n'est engagé du point de vue de neurosciences que lorsque l'information qui a été captée provoque la deuxième voie d'information, c'est-à-dire lorsque ça stimule une activité qui va venir. Je ne sais si je suis clair, je vais prendre le temps d'expliquer ce qui est important dans cette phase-là, l'engagement actif, c'est que dans le monde mental extérieur à l'élève, eh bien, il y a une capacité soit à comprendre et à s'engager dans une voie qu'on ne lui a pas forcément fournie, mais qu'il va, lui, utiliser. Et cet engagement actif, il va être en réalité le témoignage d'un axe de solution pour lui, de son hypothèse d'action. Vous voyez ce qui est derrière la notion d'engagement actif, c'est donc ici ce que dit Dehaene, c'est le rôle de la curiosité donc une force qui incite à l'exploration, et une fois que l'exploration est engagée, l'exploration, la trajectoire de l'exploration témoigne d'un des mondes qui a été privilégié. Et vous voyez que là, c'est plus un cours qui est organisé de manière à dire à partir de 3 minutes 45, on va lever le pied ou on va lever la main. On n'est plus là, on n'est pas là. Et c'est bien ce qui est sous-jacent au processus de création. Il y a une dévolution au sujet qui agit d'une part importante de cette responsabilité. Bon, les 2 autres, le retour c'est l'erreur. On ne va pas le commenter. En fait, c'est surtout l'écart qu'il y a entre ce que l'on croit vouloir faire et ce que l'on a fait. C'est le point central, et vous savez que dans l'activité artistique, c'est un point majeur, puisqu'on peut tenter d'exprimer pour imprimer et n'avoir aucune capacité à imprimer, parce que ce que l'on pense exprimer n'a absolument pas été exprimé. Et ça, je sais pas, vous voyez ce que je dis ou pas?
D'accord? Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Vous avez compris quelle est l'importance du retour sur l'erreur. Et le quatrième point, c'est la phase de consolidation ou de routinisation. On ne peut pas penser dans un cadre d'apprentissage en éducation physique par le biais des activités physiques support, ne pas penser qu'il y a la capacité, on accroît la capacité de l'élève à disposer d'un pouvoir d'agir supérieur à celui que possédait l'élève avant que l'on lui propose ce qu'il y a à réaliser. Et donc vous voyez bien que la capacité d'automatisation, de routinisation, c'est une phase ultime qui permet de consolider ce qui a été acquis et de permettre à l'élève de savoir que désormais, il sait. Et ce savoir qu'il sait, c'est aussi l'un des vecteurs de lien avec le monde parental, parce que savoir que l'on sait faire ou que l'on sait analyser, c'est ce sur quoi l'élève doit pouvoir communiquer avec ses parents et pas uniquement dire « on a fait danse et on a utilisé tel support musical ou en absence de support musical ». L'intérêt, c'est là. Les savoirs scolaires sont là et c'est un décalage entre ce que l'on croit faire aujourd'hui et peut-être ce qu'il faudra faire demain. Donc, je vais la passer pour en arriver à la conclusion. Cette diapositive dessous, c'est le détail de ce que je viens de vous commenter oralement. Or, ce qui est intéressant, c'est ce que écrit Alain Berthoz, qui est un neurophysiologiste. Il dit ce qu'il faut, c'est que par le travail de l'élève, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement faire une fois, c'est-à-dire revenir, reprendre, réorganiser, et repenser avec l'autre, et refaire avec quelqu'un d'autre à côté, et refaire avec quelques-unes ou quelques-uns des partenaires à côté, refaire ce que l'on croyait savoir faire et qu'on ne sait plus faire parce que l'influence d'autrui sur son propre pilotage du corps et d'engagement, cette fois-ci nuit à une réalisation qui est une réalisation prévue. Et donc, que par le travail, on doit effacer la trace du travail, c'est-à-dire que cette organisation soit disponible et qu'on soit sur les phases, cette fois-ci, de capacité à contrôler non pas ce que l'on fait, mais à contrôler ce que l'on veut provoquer comme perception chez l'autre. Donc vous voyez, c'est un neurophysiologiste qui nous dit que dans le processus de création, on peut aussi avoir cette explication, c'est-à-dire qu'il y a du travail nécessaire, il y aura de la répétition nécessaire, avec des voies par des étapes d'exploration, mais au-delà des étapes d'exploration, il y a aussi du travail pour organiser des routines, et ces routines seront des supports de pouvoir, cette fois-ci, le faire qui avec autrui, qui avec un groupe, qui face à un miroir, et ainsi de suite. Je passe là-dessus, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie, c'était juste un rappel pour dire que de ce que l'on sait du point de vue scientifique, ça a des conséquences sur le monde du travail. Ce point est important parce que vous allez entendre aussi dans l'intervention de Carole Sève cette notion de pouvoir d'agir. L'apprentissage, il doit permettre à l'élève d'avoir la conscience de savoir qu'il sait plus, qu'il sait autrement et qu'il sait analyser et qu'il sait faire ceci. Donc cette notion de pouvoir d'agir, c'est une notion qui est cardinale parce qu'on ne peut pas être, on va le voir dans les diapositives suivantes, que dans la dimension de l'expérience. Il faut que l'expérience nous permette à l'élève d'accéder à une connaissance et on va voir maintenant ce que l'on a. Le pouvoir d'agir, la définition, donc cette fois-ci, il mesure le rayon d'action effectif du sujet ou des sujets dans le milieu professionnel habituel, ce que l'on peut appeler le rayonnement de l'activité. Ce n'est pas une définition majeure, mais c'est une définition qui est issue du monde du travail. Or, vous voyez que les modèles qu'on utilise dans l'analyse ici sont issus des neurosciences, des champs de des sciences humaines, mais aussi des sciences du monde du travail, psychologie du travail et ergonomie. Et là, on a une unité, donc la notion de pouvoir d'agir, si ça appartient au monde du travail, c'est qu'on a peut-être quelque chose à y gagner, nous aussi. Donc on peut retenir des connaissances scientifiques humaines du travail et des neurosciences, que l'apprentissage enrichit le sujet qui apprend et a appris, de nouveaux pouvoirs d'agir sur lui, pour lui et sur l'environnement. C'est un rappel de ce que l'on est.
3 conditions pour que le pouvoir d'agir soit là. Première des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait une réussite dans l'apprentissage. Et donc il faut bien identifier ce qu'il y a à acquérir au terme de l'apprentissage, et pas dans le processus, mais au terme de l'apprentissage. Deuxièmement, il faut que l'élève ait une conscience de sa réussite. Si on veut avoir un pouvoir d'agir sur le monde, il faut bien qu'on sache faire et que l'on sache que l'on sait faire. Et le troisième niveau, c'est la connaissance des raisons, parce que tant qu'on ne connaît pas les raisons de notre propre réussite, on ne peut pas avoir non plus les connaissances de l'ensemble des échecs potentiels. Or, chaque fois que l'environnement bouge, eh bien, il y a une capacité, cette fois-ci, à se retrouver en échec. Alors, on va regarder simplement la question de l'expérience et la connaissance. Ça nous permettra de faire le pas. Alors, je vous propose, on va digérer sur le plan philosophique, et puis après, on s'arrêtera là pour la question de l'élévation, en tous les cas, des textes à analyser. Si toute notre connaissance débute avec l'expérience, cela ne prouve pas qu'elle dérive toute de l'expérience. Car il se pourrait bien que notre connaissance par l'expérience fût un composé de ce que nous recevons des impressions sensibles, donc c'est ce que nous donne notre expérience en retour, et de ce que notre pouvoir de connaître, c'est-à-dire notre traitement des éléments, produit lui-même. Donc ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas l'expérience en soi qui donne la connaissance, c'est l'expérience et notre activité de réflexion sur l'expérience qui nous donne une connaissance. Vous voyez, donc la notion de travail tout à l'heure, qui est une notion essentielle pour que l'on puisse stabiliser, ça suppose qu'on ne soit pas dans une succession d'expériences sans qu'il y ait un travail de l'expérience pour en faire une connaissance disponible chez l'élève. Et vous voyez que j'ai pris Emmanuel Kant, donc dans la préface de la critique de la raison pure, mais les neurosciences sont exactement au même niveau. Lestienne, qui est un des grands pontes des neurosciences, on dit sélectionner l'ensemble des causes qui expliquent le mieux les sensations actuelles. Ensuite, le percept sélectionné est transmis aux aires responsables de la décision et aux aires motrices pour l'action. Et on voit bien que l'expérience, cette fois-ci, ça suppose des liens avec l'ensemble des aires qui sont sollicitées, y compris jusqu'à l'action. Et donc, ce que disait Kant sur le plan philosophique a un écho parfaitement cohérent avec ce que nous disent les neurosciences aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une bataille des sciences humaines contre les sciences neuro, pas du tout, c'est tout cela. Donc, ce n'est pas l'expérience qui donne la connaissance, mais l'activité cognitive développée par le sujet qui lui permet, afin d'en tirer donc, qui lui permet d'accéder, j'ai fait une erreur, je vous prie de m'excuser, par le sujet qui lui permet enfin, c'est pas enfin, mais enfin, d'en tirer une perception signifiante, une existence et un sens. Donc je ferai la modification sur le PowerPoint, donc ce n'est pas enfin, mais enfin. Donc là, on va avoir un souci, ça veut dire que, peu importe. Normalement, ça doit apparaître dans un processus d'impulsion et ce n'est pas le cas. Donc pourquoi? Je n'en sais rien. Cette fois-ci, c'est la suite de ce que l'on vient d'aborder, dire que l'expérience ne donne pas ipso facto l'accès à une connaissance, mais à des sensations, à des repères. Mais la connaissance définitive, c'est le traitement par le cerveau de ce qui est issu de l'expérience, pour cette fois-ci une synthèse qui nous est propre. L'expérience est singulière au sujet qui se meut, qui s'analyse et qui se projette vers l'avant. Le savoir, c'est François Kohn, un mathématicien qui dit cela, le savoir c'est une connaissance disponible chez l'élève, mais qui est utile dans la situation et capable de la transformer. C'est-à-dire qu'on voit bien que de l'expérience, on peut en tirer une connaissance, mais pour que la connaissance soit un savoir disponible chez l'élève, il faut que l'élève soit en capacité d'en tirer, cette fois-ci, une fonction d'utilité pour. Ce n'est pas une connaissance en soi, c'est une connaissance qui devient pour. Et on voit bien que là, ça devient un savoir personnel, je vais le détailler. Donc le savoir personnel ne prend sa véritable dimension que dans sa mobilisation, puisque c'est dans la mobilisation que l'on construit le passage d'une connaissance à un savoir qui est utile dans la situation.
et dans ça, donc une mobilisation dans le réel pour le transformer par la pensée ou par l'action. Voilà, c'est le détail des éléments. Ce que je vais présenter là, je vais le mettre plus loin, c'est le point 2 qui m'intéresse. On va le voir d'une autre manière, mais quand vous proposez des situations dans lesquelles vous avez introduit une volonté de faire acquérir quelque chose à un élève, on est bien dans la présentation d'un objet à acquérir, donc une connaissance à acquérir ou des connaissances à acquérir, en tout cas un objet à acquérir. Mais pour que l'élève en profite pour en faire un savoir personnel, il faut qu'il y ait ce temps de manipulation dont je parlais tout à l'heure. Et cette fois-ci, on voit bien que la connaissance qui était objet va devenir une connaissance outil. Et cette logique d'enrichissement que Douady, en didactique des mathématiques, a formalisée, je pense que voilà. Vous voyez bien que Régine Douady nous dit que si on prend un objet de connaissance, c'est-à-dire ce que l'on veut faire acquérir à l'élève dans un temps qui est un temps donné, devient cette fois-ci un objet 1', c'est-à-dire que l'objet à acquérir, si on lui laisse le temps de l'acquérir et de le manipuler, devient un savoir personnel. Et c'est ce savoir, c'est-à-dire le pouvoir d'agir, il est là. C'est dans ce savoir personnel. Et l'objet 2, c'est un objet de la même manière, c'est un objet qui est à acquérir, et par le travail de l'enseignant, c'est-à-dire cette flèche-là, il va devenir, cette fois-ci, un outil, un objet-outil. Et ce dialogue entre connaissance-objet et connaissance-outil, c'est vraiment le passage d'une connaissance à un savoir personnel. Or, si on veut accroître le pouvoir d'agir, il faut que ce ne soit pas des connaissances sûres, mais des connaissances pour, qui s'étayent sur des connaissances sûres, mais il faut que ce soit des connaissances pour. Et c'est dans cet enrichissement des connaissances pour que le processus de création artistique va pouvoir prendre sa pleine mesure, parce que ce n'est pas que les phases exploratoires, c'est toutes ces phases d'organisation et de la capacité à passer de la planification, de l'organisation, au contrôle de l'exécution et à la réalisation définitive. Et c'est bien cela qui devient le pouvoir d'agir. Alors, je vais dans le temps, j'y serai. Voilà, j'avais 1 heure, je serai dans l'heure, parfaitement. Dans la seconde partie, l'idée qui est derrière, c'est de vous convaincre que tout ceci est possible. C'est-à-dire qu'on peut transformer, qu'on peut provoquer de l'impulsion, à condition qu'on ait bien en tête tous les éléments, les contextes temporels, comme on l'a vu pour une éducation physique qui aujourd'hui est dévolue au niveau local. Donc c'est bien au niveau local qu'il va falloir que tout le monde porte son attention, c'est-à-dire les équipes. Et quand je dis les équipes, ce n'est pas un individu dans l'équipe, c'est l'ensemble d'une équipe qu'il va falloir essayer de former pour pouvoir être en capacité d'une année sur l'autre de provoquer cette fois-ci un accroissement du pouvoir d'agir du point de vue du processus de création artistique. Mais si on peut, il y a quand même des limites, on ne peut pas tout faire. Alors, on va faire... voilà, j'ai pris 2 exemples, musculation et puis les activités artistiques. Pourquoi? On avait mis un CP5. En réalité, c'est très compliqué de prendre plein d'images pour décortiquer les images et je ne pouvais pas entrer sur la question des processus explicatifs chez le sujet qui apprend. Et il me semble que si on n'entre pas dans les processus explicatifs, on ne peut pas être dans un pilotage du processus d'apprentissage chez l'élève. Ce n'est pas possible. Alors vous voyez qu'en 2002, au baccalauréat, on était avec la musculation qui représentait 1,53% des choix des élèves. On était en chorégraphie, puisqu'il y avait chorégraphie individuelle et collective à l'époque, on était à 4,41%. Si on avance dans le temps, on va le voir ici, bac 2007, on voit bien que la musculation est à 2,2%, que la chorégraphie est à 2,99%. On voit donc que, si on revient en arrière, on augmente légèrement
sur le plan de la musculation, qui était une activité nouvelle en 2002, puisque c'était l'organisation avec les composantes de la compétence culturelle, les composantes de la compétence méthodologique, les CCM et les CCC. Cette fois-ci, donc on voit bien que les chorégraphies sont à un seuil, grosso modo, de 3%. Si on regarde cette fois-ci en session 2015, qui nous laisse quand même 8 ans d'entrée dans la profession, on voit bien que les éléments ont évolué de manière différente. La musculation, qui était à grosso modo 3% maximum, on se retrouve avec une danse à 3%, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Donc il y a deux questions à se poser. Est-ce que c'est l'activité elle-même qui était porteuse, et il y a un temps dans lequel effectivement l'activité était porteuse? La deuxième solution, c'est que l'activité devient une activité de repli. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où le champ d'apprentissage numéro 5 est aussi utilisé comme un champ de repli, parce qu'on peut faire de très bonnes choses ou de très mauvaises choses. Ce qui est présenté là, c'est juste pour dire qu'il y a du pain sur la planche pour aller au-delà de 2,99%, et je l'ai fait apparaître comme ceci, donc de 2003, 2007 et 2015, on voit bien que les choses ont évolué de manière comparée, de manière différente, mais pour obtenir quoi? Pour avoir filmé un nombre extrêmement élevé de séquences d'enseignement dans les établissements scolaires, de lycées et de collèges et de lycées professionnels, on s'aperçoit qu'en musculation, c'est un ersatz de musculation, et c'est-à-dire que les contenus ne portent pas sur la musculation, mais c'est plutôt de la gestion physique par des ateliers qui sont offerts à la pratique des élèves. Donc, la seule condition que l'on doit avoir en tête, c'est d'associer, si on veut analyser ces données, associer à la dimension quantitative une dimension qualitative. Et là, on ne peut pas faire autrement que de se dire qu'un professeur de PS ne peut pas rester omnubilé par des chiffres, il faut qu'il soit aussi attentif à la dimension qualitative. Et si notre profession aujourd'hui, enfin pas tout à fait aujourd'hui, on est un petit peu plus haut aujourd'hui, j'ai traité comme ceci pour dire qu'en 8 ans, les volumes n'ont pas changé. Ça veut dire qu'il y a à la fois des facteurs de résistance, et quand ça change, eh bien, il y a peut-être des facteurs d'explication qui n'ont rien à voir avec l'activité support, mais avec la fonction de l'activité support dans la stratégie de l'élève. Et vous voyez que là, on est dans une situation qui est un petit peu plus explicite. Alors, je voulais entrer dans la question de l'analyse qualitative, que je ne ferai pas, parce que les activités artistiques et les processus de création artistique ne sont pas mon point de force. C'est un point de travail avec mes collègues, ce n'est pas un point de force. Par contre, j'ai des images sur lesquelles je peux m'appuyer pour vous montrer que du point de vue qualitatif, il y a des choses qui sont de bonne qualité, selon moi, et quand on vient filmer, c'est toujours un temps dans un processus d'apprentissage. Donc on ne voit pas tout, mais vous allez voir sur, peut-être pas l'intégralité, mais sur 2 extraits, les éléments saillants. Donc je vais me positionner, si je peux. Donc une leçon classe de première.
Donc on est dans le processus de réinvestissement. Là, c'est la protection de tout à l'heure, mais qui a été transposée. Et la question du regard, qui a été également transposée. Et vous allez voir d'autres formes. Donc des formes primaires. Donc après les regards et les retrouvailles, vous allez voir ami-ennemi. Voici ami-ennemi. Et la quatrième, la pluie. Donc on pourrait avoir un élève en situation de handicap moteur qui est en train de simuler la pluie sur le dos de sa partenaire. On voit bien que ce garçon, depuis le début, a des grandes difficultés de contact avec l'ensemble de ses camarades. Et vous voyez que là, on est dans les limites de l'individuel. Cette base dont je parlais tout à l'heure, cette base de sécurité, n'est pas du tout la même que celle des autres groupes que l'on a vus. Et on voit bien que ce groupe-là de 3 ne s'est pas réuni par hasard. Parce que ces 3, vous avez vu que les 2 filles qui faisaient à un moment donné, c'était l'avion, je crois. L'avion, c'est un thème qui n'avait aucun intérêt par rapport à ce que voulait faire acquérir l'enseignante. C'était, grosso modo, c'était de la suspension gymnique. On était avec un porté gymnique, ni plus ni moins. Mal fait, mais il n'y avait pas de dimension expressive. Et on voit bien que ces 3 se sont réunis comme si on était dans un déclassement des élèves avec une auto-analyse de leur positionnement au sein de la classe. Et le niveau de prestation, dans les réinvestissements, ils font du travail. Ils réinvestissent puisqu'ils ont fait des choses, mais à leur niveau. Donc, est-ce qu'avec ces élèves-là, on est dans la capacité de les laisser à ce niveau, ou si le processus de création artistique ne doit pas être repris complètement au début du cycle pour faire disparaître les facteurs d'inhibition majeurs que l'on a à la fois chez la jeune fille qui est en bleu ciel et chez le garçon qui est avec un contrôle moteur qui est totalement inhibé par le rapport au corps des autres. Je pense qu'il me reste 2 minutes. Je m'en vais vous montrer ce que l'on peut faire en collège et je m'arrêterai là. Sinon, je m'arrête. Ça va ? Bon. Voilà ce que l'on peut obtenir. Pardon ? Oui, ce que l'on peut obtenir pour une classe de 6e. Là, l'enseignant était une enseignante, comme aurait dit Coluche. Cette fois-ci, l'enseignant est un enseignant qui n'est absolument pas spécialiste de danse, avec une classe de 6e. On est à la L6 sur L9 ou L10, je n'ai plus de souvenir. Donc, vous allez voir ce que l'on peut faire quand on essaie simplement de partir des élèves et d'une construction par les élèves de quelque chose qui est une composition, parce qu'il y a eu une phase qui leur permet de travailler sur l'exploration individuelle et collective. Ce n'est pas un modèle, on est bien d'accord. C'est juste pour montrer la différence de processus entre ce que l'on a vu pour les 3 derniers, là, avec quelque chose qui est dans un niveau de prestation qui ne peut pas être satisfaisant du point de vue de la création artistique. Ce n'est pas là. Là, on est dans des productions de formes, on n'est pas dans la création de processus artistiques. Et là, vous allez voir, avec des élèves de 6e, franchement, j'ai été assez surpris, mais par contre, c'est à vous de savoir si ça correspond aux éléments à souci. Bon, et peut-être que vous n'allez pas le voir. Eh bien, on va essayer de faire autre chose.
On va essayer de le récupérer ailleurs. Parce que j'aurais bien voulu vous le montrer. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc vous ne le verrez pas. Je suis désolé, mais vous ne le verrez pas. Je vais essayer de trouver une solution. Mais ce qui était prévu et ce qui fonctionnait ne fonctionne pas. Alors on va terminer l'exposé. Ça, c'est le direct. Donc, les trois éléments, ça nous conduit à une conclusion. C'est la question du temps. Vous allez être formateur, vous êtes formateur, et vous allez être formateur dans l'impulsion qui est donnée autour de la création artistique. Alors, il y a deux temps. Il y a le temps court et le temps long. Le temps court, c'est d'abord le temps d'impulsion, le temps de la formation, et le temps long, c'est le temps des transformations. Et il va falloir avoir quand même de la patience, parce que le temps de la formation n'est pas nécessairement le temps de la transformation. Il faut que simplement, au cours du temps de formation, que vous pouviez avoir simplement des indices de conditions de transformation qui peuvent être appliquées. C'est-à-dire que le retour en établissement doit être une phase importante et que vous sachiez, vous, formateurs, quels sont les éléments leviers des transformations du processus d'enseignement de l'enseignant. Ça, ce temps-là, c'est-à-dire repérer les conditions qui sont requises en établissement pour que la transformation puisse avoir lieu. Puisque vous n'allez pas être propriétaire de ce temps long, vous n'êtes que le catalyseur, formateur catalyseur, mais il faut que dans le temps de la catalyse, il y ait cette préparation. Donc, j'en viens et je vous donne pourquoi temps court et temps long. Je prends un exemple, c'est la mise en place dans les recrutements des concours des images d'élèves pour recruter dans les CAPES et les agrégations. Alors, pour savoir ce que ça veut dire du temps long, de la patience, c'est ça. En 1997, j'ai proposé un modèle de recrutement en EPS en utilisant des images d'élèves. J'avais fait des enregistrements sur des VHS à l'époque. J'avais tout identifié, les 36 VHS qu'il me fallait pour un concours de CAPES, les conditions, l'achat du matériel, tous les prix. Eh bien, vous voyez que pour pouvoir y arriver, c'est 13 ans. 13 ans. Ce qui veut dire que vous êtes en train de semer et vous allez voir peut-être grandir l'arbre que vous aurez planté ou la plante que vous aurez semée là. Il ne faut pas penser que ça va se transformer par un claquement de doigts. Ce que je voulais vous dire, c'est que la patience du formateur, c'est la capacité simplement à dévoluer à celui qui se forme les éléments qui vont prolonger le temps de la formation pour conduire ce processus de transformation. C'est pour cela que j'ai pris le temps. Et vous voyez que dans l'exemple qui est pris, en 2010, c'est pour le CAPES, en 2016 pour l'agrégation, et en 2018, ce qui me ravit au maximum, c'est que tous les concours de recrutement en EPS utilisent des images d'élèves au travail, c'est-à-dire dans une situation de classe, avec des modalités différentes, mais sur tous les concours internes et externes. Et on voit bien que quand on a une impulsion à donner et que l'on croit dans l'impulsion, il faut avoir la patience des effets de transformation. Si on y croit, il faut tout faire pour, il faut se donner les moyens, il faut que dans le temps de la formation et des échanges, on ait transmis à celui qui doit comprendre les éléments d'utilité publique qui sont indispensables. Peser sur la formation initiale, peser sur la formation continue, peser sur une évolution des équipes par les équipes. Et donc, ce n'est pas uniquement votre venue dans l'équipe, il faut qu'il y ait une dévolution à l'équipe de ce pouvoir d'auto-réorganisation pour cette fois-ci avoir une efficience. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. C'est une confiance que l'on a, que l'ensemble des équipes
présente ici vous présente. On a une confiance en vous parce que vous êtes les formateurs. Et sans les formateurs, on ne peut pas aller vers l'évolution des pratiques professionnelles dans le cas de l'enseignement des activités, qu'elles soient totalement CP3 ou pas CP3. C'est une question qui est à débattre et ce n'est pas à moi de débattre de cette question. Pour autant, vous avez vu que le processus de création artistique suggère d'analyser sur le fonctionnement de l'élève qui apprend la sollicitation de processus qui peuvent être utilisés bien ailleurs que dans la création artistique. Et c'est donc, selon moi, peut-être le modèle qui est proposé là, peut-être un modèle d'apprentissage que l'on peut avoir à utiliser en extension, sous réserve, avec des limites, mais avec une conscience des outils. Donc, c'est à vous de construire ces pratiques de demain. Piloter le changement, c'est intégrer dans sa pensée l'histoire des pratiques, la conjoncture, cette dévolution ici, et les processus qui sous-tendent l'activité que doit déployer l'élève. En tous les cas, je vous remercie de votre attention.